Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Cherif Amil. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur les relations égypto-britanniques durant ou bien sous le règne de la reine défunte Elisabeth II depuis 1953 jusqu'à présent. Comme vous savez, c'est une période très connue par les hauts et les bas entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. En 1953, on sait tous que c'était le moment après la révolution contre la monarchie ici en Égypte. Et il y a eu après ça le retrait des forces britanniques de l'Égypte. Ensuite, la fameuse crise de Suez qui a eu lieu en 1956. C'était presque le premier conflit sous la règne de la reine Elisabeth II. C'était une période très tendue entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Ensuite, bien sûr, il y a eu la période de président Sadat. C'était la période où il y a eu la paix avec Israël et l'ouvertement envers l'Occident. Et la reine Elisabeth II a été très ouverte à ouvrir une nouvelle page avec l'Égypte. Et l'Égypte aussi a trouvé une façon d'accueil qui était inaugurée par la reine, c'est-à-dire envers tous les pays, envers tous les chefs d'État. Et la reine Elisabeth II avait vraiment le talent de dialoguer avec tous les présidents et surtout avec les pays qui étaient sous le contrôle ou sous la colonisation britannique. C'était vraiment impressionnant comment elle a pu entretenir de bonnes relations avec ces pays. Ensuite, bien sûr, il y a eu la turbulence, alors la période du président Moubarak, ensuite la turbulence qui a eu lieu, bien sûr, après la révolution de janvier 2011 en Égypte, le printemps arabe. Et bien sûr, on sait que la reine n'était pas vraiment impliquée dans la politique étrangère de son pays comme le gouvernement l'est, qui est un pouvoir exécutif. Alors le pouvoir exécutif à l'époque, on sait qu'il n'avait pas une position favorable envers le mouvement populaire du peuple égyptien qui a mené à la révolution du 30 juin 2013. Donc, lorsqu'il y a eu cette révolution, malheureusement, il y avait encore des points à clarifier entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que le président aussi qui a pu entamer les visites là-bas en rencontrant son homologue à l'époque, David Cameron, et beaucoup de choses ont pu être réglées. Donc, en global, c'est une reine qui a pu entamer une nouvelle époque avec tous les pays avec qui elle avait un contrôle à son premier jour de règne, inclus l'Égypte, et elle a eu après ça une relation très étroite avec les présidents successifs en Égypte après l'ère de Nasser. Parfait. Vous avez donné un bref aperçu du point de vue politique. Si on parle économie et commerce entre la Grande-Bretagne et l'Égypte, où on est? Bien sûr, notre partenariat économique, elle est la plus importante. Les investissements britanniques en Égypte sont très importants. On sait que la Grande-Bretagne elle a beaucoup de projets ici en Égypte, surtout dans les années 80 et les années 90, et maintenant aussi. Mais bien sûr, c'est un peu ralenti à cause du Covid-19, et bien sûr aussi ça a été ralenti à cause de la position de la Grande-Bretagne envers le printemps arabe, les événements qui ont eu en Égypte et le désaccord. Mais en global, c'est une relation très importante, une relation
qui est très prometteuse. Sur le tourisme aussi, il y avait souvent des touristes britanniques partout en Égypte, que ce soit secteur de la mer Rouge ou secteur de Luxor et Assouan. Donc, le tourisme britannique était toujours présent en Égypte, très bien accueilli aussi. Et économiquement, on est un peu géré par les conditions extérieures. Mais en global, le partenariat économique entre les deux pays, c'est très important parce que l'Égypte est le seul pays stable dans la région actuellement et les Britanniques le savent. Alors s'ils veulent maintenant de coopération entre des pays arabes, à part le Golfe, le bon candidat, c'est toujours l'Égypte. Parfait. Là, le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli s'est dirigé vers la Grande-Bretagne pour présenter les condoléances de la part du président Abdel Fattah el-Sisi et de la part du peuple égyptien aux responsables et surtout au prince qui est aujourd'hui le roi Charles III. Quel est le message ou bien le symbole de cette visite ou ce déplacement? Bien sûr, Sa Majesté le roi Charles III, il a déjà des très bonnes relations avec l'Égypte. Lorsqu'il était le prince de Galles, il était souvent accueilli en Égypte et il connaît très bien ce pays, il connaît bien notre pays. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est un bon signe que l'Égypte montre sa présence à travers le Premier ministre et je crois que le roi Charles III va entamer des nouvelles relations aussi avec tous ces pays, surtout au Moyen-Orient. Il avait un rôle très important dans le dialogue interreligieux et on ne l'a pas oublié. Et il est venu aussi à Al-Azhar et l'église copte. Alors il connaît la culture égyptienne. Il sait très bien que c'est un pays très important, un pays qui a une relation très approfondie avec l'histoire. Donc le roi Charles III, on sait très bien que c'est un homme qui aime vraiment, qui est un souverain qui aime la culture, qui aime l'histoire. Il comprend très bien le monde arabe, il comprend les spécificités du monde arabe, surtout les pays du Golfe et l'Égypte. Donc, à mon avis, entamer des visites au-delà de la reine, les pays sous la souveraineté de la couronne britannique, il viendra bientôt en Égypte. Si on parle du royaume de la Grande-Bretagne, là, on sait très bien que c'est un pays où les droits sont bien instaurés, la législation, et peut-être c'est un exemple ou bien un modèle pour le monde de tout ce qui est droit et droit législatif. Quel est le rôle de la reine Elisabeth d'instaurer de tels droits et lois dans le royaume? Vous savez que la constitution britannique, c'est une constitution non écrite, c'est la Magna Carta. Et c'est une constitution qui n'est pas écrite, mais qui est très ancienne. Et la reine britannique, elle a un rôle spirituel et un rôle militaire et aussi politique. Le rôle spirituel, ou le souverain, parce qu'en maintenant c'est le roi Charles III et sa tenue, il est le chef de l'église anglicane de l'Angleterre, tandis qu'il est aussi le chef des armées. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu les guerres de Malumine au Falkland, comme c'est connu en anglais, avec l'Argentine dans les années 80, 82 à peu près, c'était la reine Elisabeth qui a donné l'ordre aussi pour cette guerre et aussi pour la guerre du Golfe. Donc, elle a une autorité peut-être symbolique, pas vraiment comme le Premier ministre. Le Premier ministre, un Premier ministre, lorsqu'il est nommé par une élection démocratique là-bas, il doit être accrédité par le souverain, par le roi, la reine ou le roi. Et aussi, elle a un rôle
très important sur les pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays qui sont sous encore la couronne britannique, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors, ce sont tous des pays qui sont encore sous le contrôle de la couronne britannique, mais c'est un contrôle ou c'est une souveraineté symbolique, c'est-à-dire leurs premiers ministres, ils ne sont pas nécessairement accrédités par les souverains britanniques, mais ils doivent allégeance, ils doivent loyauté à la couronne britannique. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Cherif Amir. Vous avez bien expliqué la situation en Angleterre et le rôle de la reine Elisabeth en tant que reine durant 70 ans, les relations entre la Grande-Bretagne et l'Égypte.